Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est votre rendez-vous économique du week-end. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au programme d'Oser entreprendre ce matin. Eh bien, deux marques à l'origine concurrentes qui se sont unies pour créer un géant mondial, Pernod et Ricard, ou comment transformer une tradition en empire international. Et on parlera aussi d'un sujet brûlant. Entreprendre en France est-il devenu plus risqué qu'avant, avec Manuel Dessals, fondateur de l'école des entrepreneurs français? Charge, complexité, solitude. Pourquoi autant d'entrepreneurs décrochent? Et puis une réalité souvent ignorée. Réussir seul, c'est un mythe. Avec Benjamin Watine, notre consultant entrepreneurial, on verra pourquoi l'accompagnement fait souvent la différence entre réussir et fermer boutique. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, aujourd'hui on part à la découverte d'un champion français qui fabrique du Ricard, du Jameson ou de la Vodka Absolute. C'est Pernod Ricard, c'est une saga anisée, mais pas que. Et ce qui est fascinant, Maxime, c'est que tout commence avec deux histoires concurrentes. D'un côté, Pernod, né en 1805 à Pontarlier, en Franche-Comté. De l'autre, Ricard, lancé en 1932 à Marseille. Deux marques stars de l'apéritif à l'anis qui fusionnent en 1975 pour créer un groupe unique. Dès lors, Pernod Ricard devient un géant mondial porté par une stratégie d'acquisition impressionnante. Une partie de 6 grammes avec, entre autres, Chivas, puis Ballantines, puis Malibu, Perrier Jouet ou encore la Vodka Absolute. Le groupe ne cesse de grandir en misant sur la qualité et l'international. Et derrière cette croissance, il faut le dire, il y a des figures très fortes. Le visionnaire, c'est Paul Ricard qui a posé les bases d'un marketing audacieux dans les années 30. Mais c'est son fils, Patrick Ricard, qui va faire grandir le groupe à l'international dans les années 80. Aujourd'hui, c'est le petit-fils du fondateur, Alexandre Ricard, qui est aux commandes depuis 2015. Il incarne un virage digital premium, mais doit aussi faire face à un contexte tendu. Baisse de consommation, tension en Chine sur le cognac et une concurrence féroce. Résultat, en 2025, le groupe lance un plan mondial de réorganisation baptisé Tomorrow pour demain 2, avec à la clé une révision des marques et 1 milliard d'euros d'économies visées. Et concrètement, à quoi ressemble Pernod Ricard aujourd'hui? C'est toujours l'un des leaders mondiaux des spiritueux présents dans 160 pays avec des marques fortes, Ricard, Havana Club, Chivas, Absolute. Mais le groupe change de cap. En avril 2025, il a vendu l'ensemble de ses activités vin pour se recentrer à 100% sur les spiritueux premium. Avec son plan Tomorrow 2, dont je parlais il y a un instant, il veut gagner en agilité. 2 divisions, des équipes plus légères, un recentrage sur les marchés les plus porteurs. Et on vient d'apprendre il y a quelques jours que le projet de fusion entre Pernod et Ricard et l'américain Brown-Forman, comprenant entre autres le whisky Jack Daniels et qui aurait permis la création d'un géant mondial, venait d'être abandonné. Une nouvelle page va s'ouvrir pour Pernod Ricard et elle sera stratégique pour les années à venir. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, nous sommes avec Manuel Dessals, le fondateur de l'école des entrepreneurs français, créée en 2022, avec pour mission d'aider les entrepreneurs à structurer et optimiser leur activité pour retrouver justement la liberté entrepreneuriale. Bonjour Manuel Dessals. Bonjour, merci beaucoup. On a vécu en 2025 un record de défaillance d'entreprise avec près de 70 000 dépôts de bilan. C'est un record depuis 35 ans. 2026 ne risque pas d'être meilleur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, entreprendre en France est devenu plus risqué qu'avant ? Plus risqué, peut-être pas, mais on a moins de filets de sécurité, j'aurais envie de dire. C'est vrai que depuis 2025, tout ce qui était l'après-Covid a commencé à se faire sentir. Et en même temps, on est tous au courant de la situation financière et du besoin d'aller chercher des fonds. Donc les aides supplémentaires, les aides au démarrage d'entreprise, les aides pour les petites entreprises se sont un petit peu amoindries. Donc c'est vrai qu'on a moins de filets de sécurité. Alors vous parlez des aides et vous parlez également de la Covid. On se souvient qu'il y avait le fameux prêt garanti par l'État, le fameux PGE, qui a permis d'avoir un peu d'oxygène pour les entreprises, mais il a fallu quand même envisager de le rembourser à l'issue de tout ça. Est-ce que c'est pas ça qui a aussi accéléré les défaillances ? Si, totalement. Il a fallu envisager de le rembourser. Et à l'époque où ce PGE avait été ouvert, avait été créé, on avait vraiment l'espoir d'une renaissance derrière. Il y a eu beaucoup de changements, il y a l'arrivée de l'IA, il y a pas mal de choses qui ont changé dans l'activité des entreprises du pays, qui font que finalement le rebond n'est pas aussi présent. Alors, est-ce qu'avec la fiscalité, les normes, toutes les contraintes dont on parle souvent pour la France, est-ce que le système français ne décourage pas, en fait, les entrepreneurs d'entreprendre ? Je pense que si. Pas plus tard qu'hier, du coup, le chauffeur VTC qui m'a emmené
proche de la radio, m'a demandé ce que je faisais. Et en effet, dans la discussion, tout de suite, on sent ce découragement. On sent un petit peu ce ras-le-bol, on sent cette charge qui pèse sur les entrepreneurs français, notamment avec les nouvelles lois finances. Alors justement, selon une étude d'Opinionway, les charges fiscales et sociales ressortent comme un frein majeur. Est-ce que du coup, on ne focalise pas là-dessus? Est-ce que c'est pas ça le sujet numéro 1 et donc la contrainte des entrepreneurs aujourd'hui? De mon point de vue, si, totalement. On a vraiment une complexité à les comprendre, donc une complexité à maîtriser l'environnement fiscal. Et donc, quand on le subit, on ne le maîtrise pas, forcément, on s'en sort avec des plumes qui restent un petit peu. Et c'est l'une des causes principales des fermetures d'entreprises. Est-ce que c'est pas un ras-le-bol généralisé? On entend beaucoup d'entrepreneurs nous dire ici, à votre place chaque semaine, on nous prend tout, on ne peut pas faire, on n'y arrive plus. Si, totalement. Il faut remonter peut-être plus loin pour le comprendre, mais c'est un ras-le-bol généralisé, je pense, qui vient d'une incompréhension. On donne beaucoup. Si on regarde d'année en année, on est allé donner un petit peu plus ici, un petit peu plus là, la réforme des cotisations sociales. Il y a eu pas mal de choses qui étaient censées améliorer les choses, mais après on nous fait un bilan en disant ça va de moins en moins bien, il va falloir faire quelque chose. Et du coup, on a une sorte d'incohérence. Je donne plus, je donne plus, je donne plus depuis des années. Et j'entends à la radio, ça va moins, ça va moins, ça va moins. Donc il y a vraiment une décorrélation et une perte de sens, et donc un ras-le-bol parce qu'on a l'impression de donner mais sans savoir pourquoi. Alors dans l'exercice de votre activité, vous expliquez que beaucoup d'entrepreneurs n'activent pas les dispositifs existants. Est-ce que ça signifie que c'est un problème d'information ou les systèmes sont en fait trop complexes pour être activés par les preneurs possibles? C'est un problème d'information, principalement. Avant tout? Oui, avant tout. On a vraiment des systèmes pas plus complexes que l'achat de certains titres, des choses comme ça. Et c'est pas compliqué à mettre en place, mais l'information ne parvient pas. Elle est publiée d'un côté, elle n'arrive pas aux oreilles ou aux yeux des entrepreneurs de l'autre. Alors concrètement, c'est quoi justement l'école des entrepreneurs français que vous représentez aujourd'hui? Ça consiste en quoi votre activité? À l'école des entrepreneurs français, on a pour projet et pour ambition de former, si possible, tous les entrepreneurs français à la structuration et l'optimisation de leur activité. Parce que c'est un sujet dont les entrepreneurs ont tendance à s'intéresser un peu tard, lorsque les problèmes surviennent ou lorsque la croissance est établie, mais une croissance qui va reposer sur un fonctionnement que l'optimisation va devoir casser, donc recommencer, etc. On envisage vraiment de former au plus jeune âge les entrepreneurs à quelles sont mes possibilités, quels sont mes droits, quels sont les arbitrages que je peux faire, mes options sur l'impôt, sur X, Y. Et dans tout ça, en fonction de mes projets. Je veux vivre au maximum de mon activité, je veux réinvestir pour faire grossir. Peu importe, en fonction de mes projets, être capable de faire les bons choix et ne plus subir, mais choisir comme je choisis dans quelle activité est-ce que je vais exercer, à combien je vais vendre mes produits, qu'est-ce que je vais en faire. Et je choisirai comment va se passer ma fiscalité et pourquoi. Alors ça s'adresse à des entrepreneurs en devenir ou des entrepreneurs en activité, ou les deux? L'entrepreneur en devenir est vraiment le plus indiqué. Malheureusement, le contexte fait que souvent c'est quand un problème survient qu'on s'intéresse à sa fiscalité. Donc dans la réalité des choses aujourd'hui, on accompagne plus d'entrepreneurs en activité, 2-3 ans d'activité, et qui commencent à sentir les limites, à comprendre que quelque chose cloche, qu'ils ont oublié peut-être de faire quelque chose qu'ils ont mal structuré. Alors vous indiquez également, vous avez une promesse qui est assez forte, vous dites des économies ou 1 000 € versés. Pourquoi prendre un engagement aussi radical et c'est quoi ces fameux 1 000 € ou ces économies? Oui, c'est vrai que la promesse est forte et depuis 2022, au final qu'on s'est lancé, on n'a pas eu à l'activer, cette promesse. Simplement, l'idée de cette promesse, c'est de faire comprendre que le sujet fiscalité peut faire peur. Oui. Ça peut être quelque chose dont on n'a pas l'habitude, mais on veut lever tous les freins qu'ont les entrepreneurs à s'intéresser, à prendre le sujet à bras-le-corps. Donc la promesse, elle est là pour ça. Et au final, l'avantage de la fiscalité, l'avantage de tout ce qui est ces cotisations sociales, c'est que tout est écrit noir sur blanc dans les textes de loi. Le code de la sécurité sociale, le code général des impôts. Donc chez l'école des entrepreneurs français, quand quelqu'un est intéressé par nos cursus de formation, on est capable de faire une synthèse de « Ok, voyons comment ça fonctionne aujourd'hui, voyons ce qui serait possible de faire et calculer, puisque tout est écrit noir sur blanc, si en ajustant des choses, la personne peut aller chercher des économies, un meilleur fonctionnement ou pas. » Donc avant de démarrer, au final, on est déjà sûr que c'est gagnant. Et donc votre concept, c'est globalement de permettre une optimisation fiscale pour les entreprises en les orientant vers des dispositifs qui sont créés et qu'ils n'utilisent pas faute de connaissances. Alors oui, je dirais plus en leur apprenant à cibler ces dispositifs. Alors, vous dites vouloir aussi rendre les entrepreneurs indépendants, même de leurs comptables. Quelque part, c'était ceux dont on parlait sans les citer. C'est une révolution dans la manière de gérer son entreprise, si c'est le cas. Oui, c'est une révolution qui est dans l'air du temps.
Si vous regardez, personnellement, pour avoir un expert comptable, sûrement tous les entrepreneurs qui nous écoutent, il va arriver un moment où on va être obligé de monter en compétences. On va avoir nos premiers dividendes à se verser, on va avoir une première situation de X ou Y, et le comptable va nous demander qu'est-ce que vous voulez faire de ce bénéfice, qu'est-ce que vous voulez faire de cette situation. Et on va être un petit peu dénu, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui demander, je ne sais pas, expliquez-moi. Et on va monter en compétences de façon forcée. Et au final, aujourd'hui, si on a déjà ces compétences, on sait comment ça fonctionne, on sait comment arbitrer, pourquoi, les conséquences, le métier d'un comptable, que je respecte énormément, une fois que la décision et l'analyse, on sait la faire nous-mêmes, va être de saisir dans des cases les éléments. Et aujourd'hui, on a plein d'outils qui permettent de faire ça en automatique. Alors, mon ultime question pour vous ce dimanche matin, est-ce que vous sentez un mouvement dans les entrepreneurs, dans le sens, est-ce qu'il faudra apprendre à entreprendre avant même de se lancer dans les années à venir? Parce qu'on voit bien, on peut devenir chef d'entreprise, il n'y a pas de diplôme requis à la différence de certaines professions réglementées, donc tout le monde peut devenir, quel que soit son niveau de compétence et de connaissance. Oui, je pense vraiment. Ce qui pouvait être passable. Aujourd'hui, on se lançait, parce qu'on parlait tout à l'heure de filet de sécurité, il y avait aussi une économie française qui était très porteuse. Là, on sent un petit peu plus les choses battre de l'aile. Sur certains secteurs, c'est beaucoup plus difficile que sur d'autres. Donc, je pense vraiment qu'il faut se préparer cette fois-ci et qu'il faut se former à entreprendre. Merci à vous. Merci beaucoup, Manuel Delsas, d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. Et je rappelle donc que vous êtes le fondateur de l'École des entrepreneurs français. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, pour clore cette première partie de la parenthèse économique, nous sommes avec Benjamin Watine, président de SoWeFound, plateforme d'investissement dans les entreprises de croissance et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre. Et vous allez avec lui essayer de comprendre pourquoi l'accompagnement et la formation peuvent faire absolument toute la différence entre réussir et fermer boutique. Oui, avec Benjamin, on va donner dans un instant justement le prolongement à cette interview qu'on vient de réaliser. Benjamin, on a tous en tête l'histoire et l'image de l'entrepreneur autodidacte, parti de rien. Est-ce qu'on peut vraiment réussir sans se former ni se faire accompagner ? C'était un peu ma dernière question. Ah oui, c'est le mythe de l'empire créé depuis son garage, Thomas. On cite souvent Steve Jobs, Bill Gates, oui. Mais pour chaque Steve Jobs, combien se lancent seuls et se retrouvent à fermer boutique ? Eh bien, en France, parmi les micro-entrepreneurs créés en 2018, c'est seulement 28% qui sont encore actifs 5 ans plus tard, selon l'INSEE. Alors, la solitude entrepreneuriale a un prix. Mais l'accompagnement, ça change vraiment la donne, selon vous ? Les chiffres sont sans appel. BGE, le réseau national de conseil en création d'entreprise, croise ses données avec l'INSEE et les entreprises accompagnées affichent 15 points de pérennité de plus à 5 ans. Mieux encore, les lauréats du réseau Entreprendre atteignent 96% de pérennité à 5 ans, contre 69% en moyenne nationale. Alors, il va falloir illustrer votre propos, parce que là, c'est des statistiques. Maintenant, il faut des cas concrets, Benjamin. Alors, est-ce que vous connaissez, j'imagine, Michel et Augustin ? Ah bah oui, forcément. On connaît tous les petits biscuits. On a tous acheté. Voilà. Oui. Eh bien, sachez qu'Augustin s'est fait accompagner dès 2004 par un chef d'entreprise expérimenté du réseau Entreprendre, qu'on citait juste avant. Donc, résultat, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 100 collaborateurs. Alors, attention, l'accompagnement ne remplace pas, évidemment, l'idée, ni l'énergie, et encore moins l'exécution du chef d'entreprise, mais il évite bien souvent des erreurs qui peuvent coûter très cher. Et on va terminer sur votre conseil, votre clin d'œil justement aux entrepreneurs qui nous écoutent et à tous ceux qui souhaitent le devenir. Eh bien, entourez-vous. Allez, quelques réflexes à adopter. Identifiez vos lacunes, les finances, la vente, le juridique, et comblez-les en priorité. Cherchez l'accompagnement adapté à votre stade de maturité. Les formes sont multiples, les réseaux d'entrepreneurs, incubateurs, mentors, investisseurs, formations spécialisées. Il en existe pour tous les goûts, tous les profils. Donc la formation ne fait pas tout. L'objectif, c'est d'apprendre en agissant. Et c'est exactement la philosophie de Manuel Delsas avec l'École des entrepreneurs français, structurée pour mieux avancer. Merci Benjamin. Merci Thomas. Et merci à vous, mon cher Thomas. On vous retrouve dans une poignée de secondes pour oser investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.